moi je voudrais faire la transition évidemment avant d'en venir aux élections du Parlement européen pour en rajouter une petite couche à cette pièce qui nous conduit à condamner l'euro non pas à travers des postures particulièrement idéologiques mais à travers le constat des faits. Le constat, il est là, il est devant nous, et il est devant non seulement la majorité du peuple français, mais comme on l'a vu, du peuple portugais, espagnol, italien, grec, et j'en passe. Et partout, dans tous ces pays, on a la même politique d'austérité qui est menée. La politique d'austérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduction des dépenses publiques. Et qui dit réduction des dépenses publiques, dit évidemment réduction des services publics. Et vous savez que les services publics, c'est un système qui permet une redistribution dans la société. Et c'est cette redistribution qui est de plus en plus empêchée. Et à chaque fois que les réductions de services publics sont opérées, eh bien c'est au nom des politiques de l'Union européenne, puisque c'est au nom de la réduction de la dette, et c'est au nom des engagements qui ont été pris au sein même de l'Union européenne. Et donc pour faire le lien, je ne vous la lirai pas toute, mais je vous conseille de la consulter. La prochaine édition vient bientôt arriver. Ce sont les recommandations du Conseil européen concernant le programme national de réforme de la France. Et quand on lit cette recommandation, qui a valeur d'ordonnance, de prescription, c'est dommage, le médecin est parti, mais le médecin est quelque part, eh bien l'ordonnance de l'Union européenne, pour chacun des pays de l'Union européenne, eh bien c'est de juger quels sont les efforts qui sont faits pour réduire la dette et pour ne pas dépasser les fameux 3% autorisés de dette du PIB par année. Et alors, l'année dernière, c'était le 29 mai 2013, nous avons eu droit à notre recommandation. En fait, c'est le gouvernement qui a droit à sa recommandation. Et puis, bientôt, à la fin mai, il y aura la recommandation à la suite des réformes qui ont été menées par le gouvernement. Et lorsqu'on lit ces recommandations du Conseil, donc du 29 mai 2013, c'est sans doute un trait d'humour, hein, le 29 mai, puisque le 29 mai c'était en 2005 le non au traité constitutionnel des Français. Eh bien on lit tout ce qui a été fait et qui est en cours et qui est mené par le gouvernement de M. Hollande. Au nom de la stratégie Europe 2020, eh bien nous avons droit à nos prescriptions. Nos prescriptions, lesquelles sont-elles? Je ne vous lirai pas la langue, non pas de velours de l'Union européenne, mais vous pouvez, si vous voulez noter, parce qu'il faut toujours amener ses preuves, c'est une recommandation du 29 mai 2013 qui s'appelle SWD 2013-360 finale. Eh bien, on y trouve quoi? On y trouve la réforme des retraites. La réforme des retraites pour évidemment réduire le montant des retraites à verser. Et c'était en mai 2013 et M. Hollande a procédé à une nouvelle réforme des retraites, je ne sais pas si vous vous en souvenez, eh bien au mois de juillet 2013. Il y a une autre recommandation qui est évidemment la continuité de la baisse des dépenses publiques. Eh bien, vous l'avez entendu comme tout le monde, M. Valls a annoncé 50 milliards de réduction des dépenses publiques. Il y a à revoir la protection sociale, indique la recommandation. Et en premier chef, après les retraites évidemment, il y a les indemnités de chômage. Et vous avez sans doute entendu que les intermittents du spectacle sont les premiers à être touchés par cette nouvelle vague de réformes, mais il y en a d'autres qui sont en préparation, et notamment une révision de l'indemnité chômage pour l'ensemble des personnes qui sont touchées par le chômage, avec un plafonnement des montants, et sans doute avec un plafonnement de la durée
de ces indemnités chômage, un nouveau plafonnement. Et puis, il y a la réorganisation administrative de la France, et notamment la remise à plat de la manière dont est organisé l'État avec les régions, les départements, les communes. Eh bien, vous avez bien entendu aussi, non seulement M. Valls, là tout à fait récemment, avec la suppression de la moitié des régions, la suppression annoncée des départements, les communautés, annoncées, j'ai dit, c'est annoncé, je ne sais pas s'il ira au bout, mais d'ailleurs, je fais une erreur en disant la suppression des départements, je tombe dans le piège. Il ne s'agit pas de détruire les départements en tant que tels, mais les conseils généraux. En réaffectant les pouvoirs et les compétences. Mais d'ores et déjà, avant M. Valls, le gouvernement de M. Ayrault avait procédé en fin d'année 2013 à une réforme en instituant les métropoles qui viennent chapeauter les régions et les régions venant chapeauter les départements. Et aussi en rendant obligatoire et encore plus vaste les intercommunalités. C'est-à-dire, c'est la défaite, la déconstruction progressive de la manière dont est organisé l'État sur notre territoire. Mais ce n'est pas seulement, je pourrais faire l'avocate de la défense de l'euro en disant « Oh, mais il faut être moderne, il faut arrêter, etc. » Cette organisation est l'héritage de la Révolution française et c'est la manière dont les citoyens engagent un rapport avec les élus et réciproquement. Et c'est bien ceci qui est remis en cause. Ça fait des années qu'on nous dit que 36 000 communes, c'est beaucoup trop. Donc il y a eu les intercommunalités, les communautés d'agglomération, les communautés de pays. Et puis, il y a les régions depuis 1982. Et puis maintenant, il y a une accélération, soi-disant, de cette décentralisation. Or, l'Union européenne prescrit cette décentralisation partout, dans tous les pays de l'Union européenne, et pas seulement en France. Pourquoi? Parce qu'elle a prévu, dans sa stratégie notamment 2020, une euro-régionalisation de l'Union européenne. Les défenseurs de l'Union européenne, les méchants là, on a condamné en partie tout à l'heure, enfin je l'espère, avec un maximum de cartons rouges, veulent, depuis très longtemps, affaiblir l'État et investir les services qui sont juteux pour eux, auxquels ils n'accèdent pas, pas tous encore, et notamment les services liés à la protection sociale. Eh bien, les citoyens des différents pays de l'Union européenne ne croient plus aux mensonges. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la prospérité. L'euro va nous protéger. Puisque les faits sont là, les preuves sont là, je n'y reviendrai pas là-dessus. Ils ont donc une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie, c'est de casser les États-nations et les fragmenter. Comme on ne peut pas les faire disparaître, on les fragmente. Et on les fragmente sur un modèle proche de celui de l'Allemagne, que vous connaissez sans doute, ce sont des Länder avec des prérogatives régionales, donc de ces Länder, qui sont extrêmement importantes. Et tout le territoire futur de l'Union européenne est dessiné sous forme d'euro-régions, non seulement aux zones visiblement transfrontalières, l'Est avec l'Allemagne, etc., ou le Sud avec l'Espagne ou l'Italie, mais avec de grandes régions qui vont bien plus loin que ça, y compris qui traversent du côté de la Grande-Bretagne. L'intérêt de ces grandes régions, c'est quoi? C'est d'une part un financement direct de ces régions et de ces infrastructures par l'Union européenne sur les critères de l'Union européenne et non plus sur les critères décidés par le gouvernement ou par l'État français. Ça veut dire que l'égalité des citoyens dans les territoires ou dans le territoire national
n'aura plus aucune valeur, ne sera plus un critère. Ce qui sera un critère, ce seront les critères de l'Union européenne. Et ces critères seront fondés dans le respect des traités de l'Union européenne, évidemment. Eh bien, ils seront fondés sur la compétitivité des territoires, c'est-à-dire la mise en concurrence des territoires. Cette mise en concurrence qui a été décriée tout à l'heure dans le procès de l'euro, on la retrouvera demain, dans 5 ans, et pas plus tard à mon avis, entre les grandes régions, et on délocalisera à l'intérieur même des pays, d'une région à une autre, puisque la notion même de pays aura disparu. Alors elle n'aura pas disparu des mots, parce que l'Union européenne a compris qu'il y avait des mots magiques dont il ne fallait pas se défaire. Alors, le premier mot magique, c'est la paix, le deuxième, c'est la décentralisation, et puis c'est surtout la démocratie. L'Union européenne n'en peut plus de dire qu'elle est une zone de démocratie. Elle donne même des leçons au monde entier sur la démocratie. Hein, y compris à travers des actions d'ingérence et des aventures, entre guillemets, comme celle qu'elle a menée, qu'elle continue vaguement de mener actuellement en Ukraine. Et puis, il y a d'autres outils que la recommandation du Conseil dont je vous parle. On verra bien quelle sera notre ordonnance, hein, je vous disais tout à l'heure, qui arrivera bientôt. Mais il y a d'autres outils. Il y a une multitude d'outils. Il y a les règlements, il y a les directives de l'Union européenne et il y a les marchés publics. Alors les marchés publics, c'est mon dada depuis des années. Et il y a une nouvelle réforme des marchés publics. Et cette nouvelle réforme des marchés publics européens, évidemment, qui va s'imposer à tous les États, qui a déjà été transposée, vite fait, bien fait, il y a quelques mois, sans que personne ne s'y intéresse de près, mais elle est déjà transposée en France, eh bien, elle inclut dans son annexe 16 la protection sociale obligatoire. Qu'est-ce que c'est que la protection sociale obligatoire? C'est la Sécu. Eh bien, elle est possiblement soumise à concurrence à l'intérieur même de l'Union européenne. C'est la directive marché public. Allez voir si vous ne me croyez pas. Donc je donne ces exemples, parce qu'on n'a pas 3 heures à discuter de tout ça, mais qui démontrent non seulement que la marche continue, la marche libérale de l'Union européenne continue, et que rien ne peut l'entamer. Pourquoi rien ne peut l'entamer? Parce que si ça ne passe pas d'un côté, ça passe de l'autre. C'est-à-dire ça passe par les traités, qui sont évidemment le cadre général, dans lequel le Parlement européen est totalement ficelé, puisqu'il exerce, les députés européens exercent leur fonction, leur mission de députés, dans le cadre du respect des traités européens, qui sont comme une sorte de constitution, qui ne dit pas son nom. Hein. Le grand traité de Lisbonne est finalement la constitution européenne que nous avons rejetée en 2005. Par conséquent, les parlementaires européens ne peuvent prendre aucune décision qui entame ces traités, qui contreviennent à ces traités, et qui entame le dogme absolu, les valeurs de l'Union européenne, c'est-à-dire la concurrence libre et non faussée, la liberté des marchandises, la liberté des capitaux, et évidemment servie par le valeureux euro que nous avons vu tout à l'heure. Alors, quand on nous demande d'aller voter le 25 mai pour le Parlement européen, eh bien, il est légitime de se demander pour qui on vote, mais pourquoi on vote? À quoi ça sert d'aller voter le 25 mai pour un Parlement qui n'a pas les prérogatives d'un Parlement, puisqu'il est soumis à une codécision. Il va être d'ailleurs soumis à une codécision à partir de maintenant, mais il sera toujours chapeauté par la Commission européenne. Il n'a pas l'initiative des lois et surtout, il ne peut pas intervenir sur la politique monétaire dont on a dit tout à l'heure qu'elle était sous le contrôle de la Banque centrale européenne indépendante, dont le dogme est la stabilité des prix. Or, à partir du moment où, on l'a bien vu, on ne peut plus jouer avec un instrument essentiel qui est celui de la monnaie,
et c'est-à-dire que nous avons perdu notre souveraineté monétaire, eh bien nous n'avons plus l'outil pour aller investir non seulement au plan industriel, au plan de la transition écologique, mais non plus sur les questions de recherche, sur les questions de l'éducation, etc., etc. Et nous ne pouvons pas revenir à une politique de plein emploi. Or, sortir de la crise, c'est d'abord sortir du chômage, et c'est affirmer que le plein emploi est possible. Pourquoi avons-nous laissé faire et dire que le plein emploi, ben c'est fini, et que maintenant on négocie sur le taux de chômage acceptable? Est-il acceptable qu'un individu qui sort de l'école doive renoncer à l'emploi parce qu'il serait non seulement soit sous-qualifié, soit surqualifié, mais soit pas dans le profil, et puis quand il a été formé, il était, comme dit Pôle emploi, dans des métiers à tension, mais alors quand il arrive, il n'est plus dans les métiers à tension, et donc évidemment il est condamné au chômage. Est-ce qu'on peut accepter la précarité permanente pour la nouvelle génération, la précarité à vie? Donc il est légitime de se demander à quoi ça sert d'aller voter pour un Parlement européen qui ne pourra pas agir sur ces questions-là. Donc, nous, non seulement au MPEC, mais dans le cadre du Conseil national, du comité de résistance républicaine à l'Union européenne, nous avons décidé d'engager une campagne de boycott, non pas parce que nous serions de mauvais citoyens, non pas parce que nous pensons que le droit de vote n'est réduit à rien, mais parce que nous avons sans doute une considération importante de ce qu'est le droit de vote. On ne peut pas gâcher le droit de vote pour aller voter pour un Parlement fantoche dans le cadre d'une mascarade de démocratie. Si notre vote a un sens en tant que citoyen, c'est pour agir, c'est pour infléchir les politiques, c'est pour envoyer nos représentants avec un mandat, avec un programme. Où sont les programmes du 25 mai? Aucun programme. Tout le monde veut changer l'Europe maintenant. Il y a 5 ans, l'Europe était belle, comme il disait, hein, c'était l'Europe de la paix, et aujourd'hui, il faut tous changer l'Europe. Je ne sais pas si vous avez écouté les clips, hein, que ce soit à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite évidemment, il faut changer l'Europe. Mais comment peut-on changer de l'intérieur un système qui a été mis en place pour ne pas être changé? Comment imaginer que l'Union européenne, qui a été construite pour le libre-échange, pour la dame, la banquière de tout à l'heure, puisse d'un seul coup se mettre au service des peuples, puisque tout a été organisé pour que les peuples n'aient plus la parole. Donc comment imaginer? C'est comme si on imaginait de demander gentiment au MEDEF d'aller défendre les catégories populaires, les classes moyennes, l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail. Donc, si on veut aller à nouveau vers un système social qui privilégie l'emploi, tendre vers l'égalité, en tout cas réduire drastiquement les inégalités, revenir à des services publics qui soient réellement publics, etc., il faut retrouver notre souveraineté. Or, l'Union européenne a privé tous les peuples qui sont entrés dans l'Union européenne de leur souveraineté, c'est-à-dire de leur capacité à peser sur la politique, c'est-à-dire qu'elle les a privés de leur citoyenneté. Et elle prétend aujourd'hui qu'il existerait une citoyenneté européenne, ce qui est faux et archi-faux, et on le sait bien. Et quant à ceux qui pensent qu'on peut changer de l'intérieur la Banque Centrale Européenne pour aller lui demander gentiment, comme je l'ai vu récemment dans un clip pour les élections européennes, nous allons demander à la Banque Centrale Européenne de réorienter ses financements vers les États. C'est impossible. Ça fait sauter la Banque Centrale Européenne. Évidemment, puisque dans les statuts même de la Banque Centrale Européenne, il est indiqué qu'elle est indépendante des États. Et c'est même la raison pour laquelle elle a été constituée. Donc il nous reste une solution, d'une certaine manière, c'est d'être à nouveau rebelle et de sortir de l'Union européenne, en plus de sortir de l'euro, et le 25 mai d'aller boycotter ces élections européennes. Voilà, je voulais vous dire ce soir. Merci.